el placer de poder presentar a Claudia Pena. Claudia Pena es profesora permanente laboral de la Universidad de Valladolid y antigua estudiante de la Universidad del País Vasco. Estudió traducción e interpretación, como la mayoría de las alumnas aquí presentes, y hizo una tesis de traducción, para que veáis que en traducción también podemos ser investigadoras si nos lo proponemos, y gracias a ello ha podido hacer ya carrera como profesora en la Universidad de Valladolid. Ella hizo una tesis dirigida por Juan Manuel Ibeas Altamira y por mí misma, y era una tesis de traducción de teatro del siglo XVIII, pero donde abordaba ya las cuestiones de género, que siempre han sido, pues junto con su pasión por Marivaux, digamos, los dos pilares de su investigación y de su trabajo. Entonces, sin más, ya le doy la palabra y que ella os explique de qué va a hablar. ¿Tu vas parler en français? Oui. Donc, la première conférence en français, si vous faites un résumé en espagnol, OK? Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir à la maison. Donc c'est toujours l'occasion d'être un peu nostalgique, de me trouver ici parmi vous. Je vais aujourd'hui vous parler donc de Nawal El-Saadawi, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était une écrivaine, une féministe médecin. On avait parlé, Claude Benoît nous a parlé avant de Suzanne Noël. Maintenant, nous allons parler d'une autre femme médecin, activiste politique égyptienne, et dont l'ouvrage le plus connu, c'est La femme et le sexe, et que je vais aborder et sur lesquels je me suis basée pour ensuite faire un peu un exploit des thématiques abordées et des problématiques touchant la femme et dans la société égyptienne encore de nos jours. Et elle était directrice générale de santé publique en Égypte, et elle s'est fait renvoyer justement après la parution de ses romans essais. Et elle a même été en prison en 1981, et parce qu'elle était très critique envers le régime du président de l'époque. Donc, dans La femme et les sexes, elle va avorter la peur de dire le corps des femmes et va critiquer le contrôle que la société, la religion et la politique exercent sur les corps des femmes. C'est notamment aussi une critique à la pratique de l'excision ou mutilation génitale féminine, que vous connaissez, j'imagine, et qui est toujours très pratiquée en Égypte. Et à partir de la division de chapitres de cet ouvrage, nous pouvons déjà nous faire une idée du contenu et revendicatif, et de comment elle explique la construction sociale de cette aliénation et de cet asservissement de la femme dans la société postcoloniale égyptienne, mais pas que, parce que je pense qu'on peut extrapoler cette construction de l'aliénation féminine à notre société européenne aussi, parce que, comme vous le savez, c'est universel. Et donc, pour commencer à parler sur l'excision en Égypte, il s'agit d'une pratique dont ont été victimes en 1990 en 97% des femmes mariées. Et cette pratique de la mutilation a été interdite en 2007, et elle était pratiquée jusqu'alors parmi les personnes qui pratiquaient l'excision, on comptait en 77% de médecins, infirmières, de personnel sanitaire. Donc, malgré l'interdiction formelle de la mutilation génitale féminine, elle continue d'être très pratiquée en Égypte, qui est l'un des 5 pays au monde où le nombre de procédures d'excision est le plus élevé. À cet égard, UNICEF indique que l'Égypte est le 4e pays du monde où l'excision est la plus pratiquée, et que 91% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées. La pratique est donc profondément enracinée dans la culture du pays, et les spécialistes vont jusqu'à affirmer qu'elle existait en Égypte avant l'apparition de l'existence de la religion islamique. Et par conséquent, les femmes et les hommes ont diverses croyances concernant cette pratique. Et la situation en Égypte est très intéressante en ce qui concerne la dualité justement entre cette loi qui interdit l'excision et la culture, donc ce qui s'est fait, ce que les Égyptiennes pratiquent. Et bien que l'excision soit interdite,
et que les gouvernants aient mis en œuvre de nombreuses stratégies pour y mettre fin, la réalité est donc très différente. Il n'y a pas un consensus sur la date, comme je vous l'avais dit, à laquelle la pratique a commencé, mais et on note, certains et certaines chercheuses et notent que elle remonte donc à l'Égypte ancienne parce qu'on a trouvé des momies circoncises et avant Jésus-Christ. Contrairement aux idées reçues, la religion islamique ne fait pas forcément référence à l'excision, mais on sait que la procédure était pratiquée avant l'existence de la religion monothéiste et qu'elle est donc pleinement ancrée dans la culture égyptienne, même si on se base maintenant, on essaie de justifier cette pratique en fonction des religions monothéistes. L'excision aurait donc acquis cette légitimité religieuse au fil du temps et de nombreuses personnes vont la pratiquer et en pensant qu'il s'agit pour elles d'un devoir religieux et moral. Pour donner juste quelques chiffres, il y a seulement environ 6% des hommes en Égypte qui disent que l'excision ne devrait pas continuer. Il est donc probable que les perceptions des hommes influencent directement le nombre élevé d'interventions pratiquées en Égypte, car l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes la subissent est que leurs maris les préfèrent lorsqu'elles sont mutilées. Les opinions des hommes et des femmes sur les goûts des hommes montrent que ces goûts jouent un rôle très important dans la décision de poursuivre cette pratique. Donc la femme qui adapte ou mutile son corps pour trouver un mari dont Nawal parle de manière très explicite et très approfondie dans ses textes. Cependant, pour comprendre aussi les pourcentages élevés d'intervention en Égypte, il est essentiel de considérer que la majorité des femmes qui ont subi l'intervention pensent qu'elles devraient continuer à se pratiquer. Bien qu'il ne s'agisse pas de la majorité des femmes, avec un 54%, il s'agit d'un nombre considérable qui, à leur tour, vont influencer leurs filles ou d'autres générations de femmes qui vont donc avoir tendance à reproduire cette tradition. En revanche, il y a 94% de femmes qui n'ont pas été mutilées et qui estiment que l'intervention devrait donc être arrêtée. Pour parler aussi un peu sur les concepts de la colonialité et de ses liens avec le féminisme, et il faudrait noter que le concept de colonialité est un modèle global de domination dans les cadres du monde capitaliste, basé sur une classification raciale ethnique de la population mondiale qui opère dans différentes sphères. La colonialité est donc une structure de domination et d'exploitation qui commence avec le colonialisme, mais qui s'étend jusqu'à aujourd'hui comme sa conséquence. Depuis l'émergence du féminisme, et on a déjà un peu parlé avant, les femmes afrodescendantes et indigènes, parmi beaucoup d'autres, ont contribué de manière significative à l'expansion de cette perspective théorique et politique. Cependant, elles ont été les plus subalternisées, non seulement dans les sociétés et les sciences humaines, mais aussi dans le féminisme lui-même, parce qu'on parlait avant justement de ce féminisme blanc. Elles ne répondaient pas au paradigme de la modernité universelle, blanc, mâle et hétérosexuelle, mais elles sont celles qui, à partir de leur subalternité, de leur expérience située, ont promu un nouveau discours et une pratique politique critique et transformatrice. La pensée féministe et antiraciste et postcoloniale est apparue dans les années 70 aux États-Unis. Et je vous ai présenté les photos de quelques auteurs et de quelques féministes de l'époque très revendicatives, juste pour vous donner quelques exemples. Nous avons premièrement Maria Stewart, qui était la première femme noire à dénoncer publiquement le racisme et le sexisme aux États-Unis. Et ensuite, nous avons Sojourner Truth, qui a proposé que les femmes, noires comme blanches, soient libérées de la domination non seulement raciste, mais aussi sexiste. Et troisièmement, nous avons Rosa Parks, dont le refus de céder sa place à un blanc et de se déplacer à l'arrière d'un bus, comme le voulait la loi de l'époque aux États-Unis, a provoqué milliers de manifestations à l'époque. Et finalement, nous avons Angela Davis, qui fut une icône de la lutte pour les droits civiques et qui a enrichi la perspective féministe en articulant la classe et avec l'antiracisme et l'antisexisme. Et en ce qui concerne la colonisation du corps des femmes, nous nous retrouvons donc dans un contexte où le corps apparaît
d'après Foucault, comme un territoire assigné par des relations de pouvoir et configuré par des régimes tels que les sexes, genres et la racialisation, mais que chacun habite différemment selon sa propre expérience du monde et dans lesquels, historiquement, une réflexion sur le sujet et les corps du féminisme n'a jamais été installée. Il convient donc de se demander qui a occupé ces lieux matériels et les lieux matériels de cette réflexion et pourquoi la préoccupation s'est limitée au corps sexué et genré sans pouvoir l'articuler à une question sur la manière dont les politiques de racialisation et d'appauvrissement définissent également quels corps comptent et quels corps ne sont pas importants. Ceci est de même lié à ces valeurs hégémonique, ancrée dans la manière dont l'importance supposée de certains corps et de certaines vies par rapport à d'autres a été démontrée et aux représentations stéréotypées qui continuent d'exister socialement en Afrique. Il y a énormément de scénarios aussi d'hypersexualisation du corps des femmes qui vont faire partie de la vie quotidienne dans laquelle les regards des autres, en particulier évidemment des hommes, placent les femmes dans des lieux traversés par l'objectivisation sexuelle qui les transforme donc en objets pour la consommation et qui sont donc jetables dans une sorte de logique néolibérale. Cette chosification du corps de la femme qui déshumanise les corps des femmes et se centre exclusivement sur leur sexualité et va ignorer ce qu'ils sont en termes de capacités humaines et d'intelligence. Nawal les représente très bien dans son texte, La femme et les sexes, lorsqu'elle parle de toutes les entraves, tous les obstacles posés aux femmes pour parvenir à trouver, par exemple, un mari évidemment beaucoup plus âgé qu'elle. Et cette obsession de la préservation de la fausse virginité de la femme à travers la préservation intacte de l'hymen qu'il faut à tout prix, et elle en tant que médecin. Et il y a les chirurgies de reconstruction qui vont devenir donc très répandues. Il y a aussi des pratiques sportives, par exemple, qui vont motiver la rupture de l'hymen, et où elle parle des types d'hymen différents, donc qui ne produiraient pas des saignements lors de la nuit des noces. Et cela inquiète énormément les parents, justement, des filles à mariés qui vont venir jusqu'à demander à la médecin donc à Nawal, de rédiger des certificats attestant de la virginité de leur fille. Donc ils repartent la consultation rassurée avec un papier autorisant le contrat de mariage qui va tenir lieu entre leur fille, entre lui et la famille de l'homme que sa fille va épouser. Nous nous trouvons donc face à cette chosification, comme je le disais, déshumanisante, et qui les exclut donc de ces circuits de pouvoir, de ces circuits de savoir, et qui reflètent des schémas qui sont très racistes et évidemment coloniaux. Et des schémas ancrés dans l'éthos culturel de nombreuses personnes et qui font partie de la vie quotidienne et qui finissent donc par être naturalisés et assimilés comme étant la norme. Et réduire l'autre à un seul déterminant de sa couleur de peau, de ses cheveux ou l'exotiser est une forme de construction coloniale des corps qui perpétue donc des stéréotypes qui stigmatisent les sujets. L'exotisation et l'instrumentalisation du corps des femmes est aussi un phénomène quotidien lorsque leur corps est envahi, touché, nous parlerions ici donc de l'excision, remis en question et censuré, ce qui les a amenés dans de nombreux cas à cacher ou transformer leur corps afin de se rapprocher du canon hégémonique, de ce qui a été considéré comme beau. Donc nous voyons ici les femmes qui ont donc besoin assez souvent d'être excisées parce que sinon elles ne pourront jamais se marier. Et nous allons ensuite parler de la colonisation du désir qui est très liée à cette pratique parce que justement la femme étant historiquement privée de ses droits, de cet accès à la jouissance. Et on va construire cette dualité entre la femme en tant qu'épouse qui doit être frigide, parce qu'ensuite on aura les maîtresses qui seront tout le contraire. Et donc pour assurer la frigidité, donc la pureté de cette femme, de cette épouse, l'excision l'excision serait, la mutilation génitale serait la pratique idéale pour la maintenir protégée de toute tentation. Et il y a aussi l'invasion de l'espace corporel qui est une constante que les femmes ont expérimentée et qui révèle la colonialité du pouvoir et de l'être qui est maintenue et mise à jour, perpétuant la discrimination et générant également une esthétique commerciale autour d'elle. Et en ce qui concerne cette colonisation donc, du désir, qui a aussi donc été colonisée, et il faut dire qu'il s'agit d'une colonisation qui n'a pas pris fin avec les déclarations d'indépendance.
pour des chercheurs et chercheuses dont je vais assurément mal prononcer les noms et donc je ne vais pas les lire. Vous le savez sur l'écran, la colonisation de l'esprit s'inscrit dans une colonisation du désir et c'est également, et c'est à quoi Leanne B. Simpson fait référence lorsqu'elle parle d'une dépossession expansive qui passe par la violence la plus intime. Segal vient même jusqu'à affirmer que les processus d'assimilation culturelle et donc sexuelle a été beaucoup plus fragmenté qu'on ne le pense et qu'il reste en effet incomplet. Les corps liés donc à la sexualité va apporter une perspective cruciale pour penser de manière critique les systèmes coloniaux et pour consolider les processus d'autodétermination des peuples. La colonisation sexuelle était un outil de discipline pour contrôler les peuples et un outil de conquête pour justifier justement cette doctrine de la découverte. Les relations indigènes ont été réprimées dans beaucoup de cas pour instaurer donc les dynamiques relationnelles des colons, ont été pathologisées, ont été effacées par des processus très violents de dépossession coloniale. La résilience de ces sexualités est la preuve qu'il existe des parties du monde qui ont survécu à l'immense processus de colonisation avec ces sexualités autochtones qui sont d'importants sites de résistance et d'autodétermination. Ils vont donc incarner la possibilité d'une sorte de réexistence radicale où les sexualités autochtones sont importantes au-delà de la politique sexuelle pour qu'elles élargissent l'imagination politique en ouvrant la possibilité d'autres façons d'être en relation les uns les autres avec le monde. Il faut noter ici que l'avortement demeure de nos jours illégal en Égypte. Et comme Claude Benoît le disait avant pour les Slimani, le Maroc, etc., mais aussi pour la France, et je suis sûre que Livia vous a parlé de l'événement d'Annie Ernaux. Et il est très fréquent donc en Égypte de faire appel à des techniques très dangereuses pour les femmes, pour la santé des femmes, et avec des techniques pour provoquer des avortements clandestins faits à la maison. Il s'agit donc, et si on parle de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale, donc des deux régions qui comprennent les pays arabes, on va parler des régions qui sont très, très hétérogènes et très complexes. Les femmes vont y négocier leurs droits sur la base des réalités influencées par des contextes très différents, mais aussi par une forte présence du conflit entre la tradition et la modernité et des projets coloniaux européens. Et ainsi, nous allons trouver différentes écoles de jurisprudence islamique qui vont coexister avec des codes civils d'origine européenne et des normes coutumières pré-islamiques, de sorte que le statut des femmes est souvent défini de manière contradictoire. Et les différences donc vont se développer dans les systèmes socio-économiques entre les pays et même à l'intérieur des pays, qui vont entraîner une grande diversité dans les niveaux d'autonomie atteints par les femmes de cette région. La colonisation européenne a fait du corps des femmes la toile sur laquelle elle a inscrit sa domination impériale et on a fait un territoire de dispute avec les hommes de la région aussi. La sexualité féminine est depuis lors au centre du débat. Contrôler et légiférer sur les corps des femmes va devenir l'obsession des colonialistes, mais aussi des colonisés. Et ces processus de construction de l'État-nation et son adhésion aux normes religieuses vont être façonnés autour de la sauvegarde, évidemment, des privilèges masculins. Il est ici important de comprendre que le patriarcat et la colonialité sont liés et que les percevoir séparément a des limites théoriques et des limites méthodologiques. La plus courante serait, par exemple, de mettre l'accent exclusivement sur les systèmes de domination masculine, renforçant ainsi l'idée que les femmes arabes et musulmanes sont des victimes passives de leur société. Et pour parler un peu de pourquoi est-ce que l'avortement est toujours interdit en Égypte, il faudrait comprendre que la famille constitue les centres de la société, de la dynamique sociale, et que la procréation est liée à l'appel du prophète Mahomet, aux musulmans à se marier et à se multiplier. Traditionnellement, le salut et le statut d'une femme dans la famille de son mari va être instable jusqu'à la première grossesse, et sa position va être menacée par l'éventuelle prise d'une seconde épouse si elle ne conçoit pas rapidement ou si elle ne conçoit que des filles. À son tour, la fécondité va être associée à la santé des femmes et le statut familial et l'éducation des enfants à leurs valeurs économiques et sociales. Et la persistance de certaines pratiques, comme la polygamie par exemple, la répudiation, à savoir le divorce unilatéral imposé de la part de l'homme, les pressions exercées pour avoir des enfants, la préférence pour les fils
hommes, les crimes d'honneur, la virginité obligatoire, la ségrégation des textes, les mariages arrangés, et l'illégalité des relations sexuelles et les grossesses extraconjugales sont donc des facteurs qui doivent être pris en compte pour comprendre les types de décisions que les femmes prennent concernant leur corps et la manière dont elles s'y prennent et pour les prendre. Et pour faire ici une parenthèse, Nawal raconte dans Sexe, La femme et les sexes une scène d'une fille qui est venue la voir parce qu'elle était tombée enceinte alors qu'elle était présupposément vierge, parce qu'elle avait un petit ami avec qui elle n'avait pas pratiqué une pénétration, on va dire, profonde, parce qu'elle voulait préserver son hymen intact. N'empêche qu'elle est quand même tombée enceinte et elle a demandé à son médecin de lui pratiquer un avortement. Elle refuse parce qu'elle voulait un avortement fait par le ventre, parce que si l'avortement s'est fait à la manière dont on l'entend aujourd'hui, donc par son vagin, elle aurait déchiré son hymen, elle aurait donc perdu sa virginité. Elle refuse de lui faire une intervention aussi invasive, seulement pour préserver son honneur ou sa vertu, comprise comme la vertu sociale. Et elle va donc faire appel à notre médecin. Et donc cette gynécologue va raconter cette sorte d'anecdote pour montrer un peu l'hypocrisie de la société de l'époque, parce que le mari, beaucoup plus âgé qu'elle, évidemment, elle a pu faire carrière parce qu'elle venait d'une famille aisée, elle a pu faire carrière, elle a eu une famille normale, elle s'est mariée, et son mari, évidemment, puisqu'elle a saigné lors de la nuit des noces, et il ne s'est jamais demandé pourquoi est-ce que sa femme avait une cicatrice énorme dans le ventre. Non, la cicatrice qu'un autre médecin lui avait pratiquée pour justement la faire avorter. Et tout cela est donc dû à un manque d'éducation sexuelle, mais aussi à l'inefficacité des programmes de planification familiale, si jamais ils existent, et à la difficulté d'accès au système de santé qui vont affecter la santé des femmes et leur capacité donc à planifier leur famille. Les codes pénals de l'Égypte en vigueur depuis l'époque coloniale, et ça c'est intéressant parce que c'est donc un héritage européen, est très influencé par cette période et prévoit des peines pour toutes les personnes impliquées dans la réalisation d'un avortement, y compris la femme. Les peines vont de 3 mois à 3 ans pour les médecins et la patiente et vont jusqu'à la suspension de la licence du médecin pour une durée d'1 mois à 3 ans. Les études sur les genres vont mettre souvent en évidence l'effet que la doctrine islamique est ambivalente en ce qui concerne le statut des femmes, car tout en soulignant l'égalité de tous les croyants devant Dieu, elle différencie clairement les droits et les obligations des hommes et des femmes. Ainsi, les mêmes textes peuvent donner lieu à des interprétations différentes et une lecture littérale peut en effet dériver dans les statuts subordonnés des femmes. Dans la période post-indépendance, qui a commencé en Égypte après la révolution des officiers libres en juillet 1952, les premières voix féministes se sont fait entendre pour modifier justement les traitements illégaux des hommes et des femmes en vertu de la loi coloniale. Toutefois, ces réformes ont été bloquées sous la pression des chefs religieux et les lois sur les statuts personnels n'ont été modifiées qu'en 1979 et puis abolies en 1985 sous la pression des islamistes. Même avec ces modifications, la dépendance des femmes à l'égard de leur mari reste sur les papiers et dans la pratique une valeur essentielle du maintien de la famille en tant qu'unité fondamentale de la société égyptienne. Et ainsi, au cours de la période postcoloniale, de nouveaux droits ont été accordés aux femmes dans un climat de contrôle social étroit de la mobilité féminine et d'institutionnalisation de l'espace public. En 1966, la Nouvelle République a lancé son premier programme de planification familiale dans le cadre de son projet de construction d'une nation arabe socialiste moderne. Et l'objectif principal du programme était de contrôler la surpopulation et la mortalité infantile. Et à cette fin, l'utilisation des contraceptives a commencé à être encouragée. Ces programmes ont rapidement été rejetés par certains secteurs conservateurs qui voyaient une politique antinataliste et donc contraire à l'éthique des coutumes religieuses et sociales du pays. Et il y a donc quelques témoignages très intéressants dans l'œuvre, comme je vous le dis, de Nawal El-Saadawi. Et une particularité égyptienne va être cette pratique répandue de l'excision dont on a parlé, qui va être donc défendue par des femmes égyptiennes elles-mêmes et perpétuée pour préserver justement l'honneur des filles. Parce qu'en absence de désir sexuel, il n'y aura pas de relations sexuelles, donc l'honneur de la fille et par conséquent de la famille
sera intacte. Et la dimension sexuelle de la femme est donc, dès son plus jeune âge, annulée. Il y a une deuxième pratique qui consiste donc à tester la virginité de la mariée, généralement par un ancien du village qui insère un ou plusieurs doigts dans les vagins de la jeune fille pour briser son hymen. Et Nawal, dans son œuvre, parle aussi des stratagèmes mis en place lors de la nuit des noces, par exemple. Elle reproduit des épisodes très violents, par exemple une sage-femme qui va accompagner la mariée lors de la nuit des noces et qui va la griffer dans le vagin, justement, en lui provoquant parfois même des blessures sévères pour qu'elle saigne énormément. Parce qu'évidemment, plus elle saignait, mieux c'était dans la construction sociale de cette virginité. Non? Il y a aussi, elle raconte des scènes où l'on tuait une poule avant et donc on gardait les sangs de la poule à côté du lit pour justement pouvoir tacher les habits ou les draps lors de la nuit des noces. Ce sont donc deux pratiques légitimées par la religion, bien qu'en réalité elles soient déterminées par la tradition patriarcale et renforcées par les discours islamistes dominants depuis la fin des années 70. Une autre pratique courante est la chirurgie de reconstruction de l'hymen, dont je vous parlais avant, qui va donc refléter les pragmatismes des femmes égyptiennes face aux impositions de la tradition et de la culture, qu'elles considèrent comme acquises, mais qui leur laissent une certaine marge d'action grâce à leur propre interprétation de la religion. D'un autre côté, l'ambiguïté donc entre la jurisprudence islamique et la jurisprudence pénale fait que les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre une grossesse se trouvent dans une zone ambiguë et morale et juridique qui va les conduire à se rendre dans une faiseuse d'ange comme le faisait Annie Ernaux, comme le raconte Annie Ernaux dans l'événement, ou à essayer des méthodes traditionnelles et très dangereuses, et je cite, telles que les coups ou les massages violents de l'abdomen, l'introduction des plantes, d'un cathéter, de plumes ou d'un fil dans l'utérus, l'injection de substances dans l'utérus, la consommation d'infusions ou de différents médicaments. Ces pratiques vont être associées à une connaissance insuffisante ou à l'inexistence de l'utilisation et de l'inefficacité des contraceptifs. Il faut noter ici que l'avortement n'est autorisé en Égypte que lorsque la vie de la femme, donc de la mère, est en danger. Nawal va donc décrire dans son œuvre une femme non seulement opprimée, mais aussi réduite à l'état animal. Tout comme Simone de Beauvoir, Nawal va nous rappeler que les caractères de la féminité sont les produits artificiels de l'état d'infériorité où la société va mettre la femme. C'est de là qu'il va se nourrir le régime patriarcal. Elle dit « L'homme arrogant qui a l'impression qu'il est en position de force par rapport à sa partenaire, laquelle... » Et je pense que j'ai sauté, elle l'a changé toute seule, laquelle doit être confinée dans un rôle subalterne et ne pouvant servir qu'à le satisfaire sur le doublement érotique et des travaux ménagères. Elle va critiquer tous les stratagèmes dont je vous ai parlé auxquels la femme est obligée de faire appel, les relations de pouvoir et l'annihilation de la femme par rapport aux hommes. Et il y a un mari, par exemple, elle raconte l'histoire d'un mari qui va réclamer au père de la fille qui vient d'épouser pour lui dire qu'il lui avait vendu une fausse vierge parce que tout le monde sait, c'est connu, je n'ai pas vu couler de sang. Donc elle explique tout cela dans cet essai en disant que c'est un mythe. Les saignements lors de la nuit des noces, c'est un mythe que le patriarcat a construit et qui esclavise énormément les femmes qui ont peur justement d'être condamnées, punies, même tuées par leur mari lorsqu'elles ne saignaient pas ces jours-là. Et elle raconte aussi, elle parle des certificats de virginité, et parmi ces certificats de virginité, il y avait un père dont la fille avait probablement fait rompre son hymen parce qu'elle faisait du sport et donc certaines pratiques sportives pouvaient justement pas les casser mais les détendre, donc l'élargir, et elle s'est fait examiner par la médecin qui a dit en effet au père qu'il était assez probable qu'elle ne saignait pas lors des années des noces et elle a dû lui rédiger un certificat de virginité. Elle parle aussi de l'excision et je la cite.
l'obscurité et la négligence se sont alors répandues sur les organes de la femme qui ne jouent pas un rôle de procréation et de naissance. Certains de ces organes se sont arrachés complètement du corps de la femme, surtout des organes génitaux sensibles au plaisir sexuel. Le clitoris est l'organe qui a le plus de chances d'être ignoré, méconnu et négligé. Dans certains cas, la société lui porte un regard de haine et l'extirpe au moyen d'un bistouri quand on le fait pour l'appendice. Elle parle de même, elle fait aussi un portrait, une description de la bonne épouse. Et on peut trouver plein de portraits de la bonne épouse, parfois satiriques, d'autres vraiment apologiques en littérature. Et je suis sûre que vous en avez étudié beaucoup ici avec Livia et avec Juan. Et elle parle de ce que je vous disais, de cette contradiction entre la bonne épouse qui devait donc être frigide et de ces hommes qui se réjouissent de ces dédoublements de leur responsabilité et qui vont donc disposer chacun d'une épouse frigide, quasiment abandonnée, de laisser qu'ils ignorent, pour avoir ensuite une maîtresse à l'extérieur de la maison qui va être désirée, mais qui va de même être méprisée. Et Nahual défend que si la femme avait mené une vie naturelle dépourvue d'intimidation et de complexes depuis son enfance, elle atteindrait l'orgasme facilement et naturellement d'égal à égal avec l'homme. Donc, elle vient donc même à théoriser dans ce texte que la construction du désir féminin et du plaisir masculin ont été énormément limitées par l'éducation depuis la naissance et qui ont donc subordonné la femme jusqu'à les extrêmes indicibles. Et je vais bientôt finir. J'ai quasiment plus rien d'autre à vous dire. Et seulement vous dire qu'elle pense aussi que la société, elle est étonnée que la société puisse ignorer l'existence des moyens artificiels qui rendent la fille sa virginité, qu'elle avait perdue pour une raison ou pour une autre. Non? Et je la cite, ainsi le sang qu'on voit la nuit des noces n'est pas toujours celui de la mariée, mais peut-être celui d'une poule qu'on avait placée dans un petit sac, comme je vous le disais, ou celui des règles quand la mariée s'empresse alors qu'elle est réglée démontrer le sang menstruel. Elle parle de même de la culture populaire qui dit que l'homme ne peut être déshonoré que par la vacuité de ses poches, et l'une des sentences populaires les plus répandues dans la société égyptienne, et qu'il va donc conserver son honneur intact tant qu'il travaille et dispose de ressources, abstraction faite des relations sexuelles avec les femmes. Pire encore, l'homme et dans notre société se vante de ses nombres en contact avec les femmes et considère ces faits comme une sorte de victoire et de succès. Elle parle aussi du tabou menstruel et comment elle, lorsqu'elle a été réglée pour la première fois, elle ressent cette peur. Elle demande à sa mère de surtout ne rien raconter à son père qui avait une image totalement idéalisée d'elle comme la fille idéale, parfaite, qui avait des notes et une réussite académique exceptionnelle. Et elle parle aussi du viol comme arme de pouvoir. Elle parle par exemple du viol perpétré par des maîtres à ses servantes. Et les servantes, isolées, naïves, infantilisées aussi, animalisées, qui ne se rendent pas compte et qui n'ont pas la capacité de voir que le mal habite chez elles. Non? Et elle parle donc de cette culture du viol, de la construction sociale, de cette tendance de la femme à dire non, mais de l'homme à l'interpréter comme un oui, non, pour cette construction justement. Et la femme qui est incitée depuis sa jeunesse à se protéger du danger du monde extérieur et donc qui reste enfermée à la maison et lorsqu'elle sort, elle ne sait pas comment se comporter en dehors. Donc pour conclure, je voudrais seulement dire que la différence culturelle a produit une sorte de néo-racisme, un racisme qui n'a pas de race, et qui maintient donc l'autre en dehors de tout paradigme valable. Si le subalterne est traduit dans un discours de multiculturalisme, il continue à maintenir des relations de pouvoir colonialistes. L'autre va être naturalisé, homogénéisé selon un modèle modernisateur pour donner une continuité au contrôle non seulement des territoires, mais aussi des savoirs, des corps, des productions, des imaginaires, et tout cela basé sur une vision patriarcale où les savoirs des femmes sont donc relégués à des simples témoignages impropres à la production académique. La décolonisation devrait donc impliquer de comprendre la complexité des relations et des subordinations qui s'exercent sur les autres. Et les féminismes noirs, les féministes afro et indigènes, par exemple en Amérique latine, sont des propositions qui vont complexifier la toile du pouvoir dans les sociétés postcoloniales en articulant des catégories telles que la race, la classe, le sexe et la sexualité à partir des pratiques politiques ou des théories intéressantes ont émergé non seulement dans les féminismes, mais aussi dans les sciences sociales dans leur ensemble.
Il s'agit donc de propositions qui ont confronté la colonialité du pouvoir et du savoir et qui doivent être reconnues si l'on veut réellement parvenir à cette décolonisation. Et c'est bon.